À Bruxelles, on compte environ 6500 lobbyistes, dont le travail n'est pas d'œuvrer pour le bien public, mais pour le bien privé des entreprises qu'ils représentent. Parmi les différents lobbies qui existent, le plus important à Bruxelles est celui de la finance, avec environ 1700 lobbyistes, et une dépense globale d'environ 120 millions d'euros par an pour infléchir la législation européenne dans le bon sens, c'est-à-dire le sens qui correspond à leurs intérêts. Ce qui est intéressant avec le lobbyisme, c'est son histoire. Le lobbyisme moderne naît dans les années 1830 en Angleterre. Et ce n'est pas un hasard, il y a 3 facteurs qui déterminent cette naissance-là à ce moment. Le premier facteur, c'est la révolution industrielle qui donne à des capitaines d'industrie de plus en plus nombreux une puissance de plus en plus importante au niveau économique. Le deuxième facteur, c'est le libéralisme, qui fait que les acteurs économiques sont de plus en plus nombreux et épars. Ainsi, il n'est pas simple de repérer facilement l'intérêt d'un secteur économique et on peut avoir intérêt à se regrouper pour défendre des positions communes. Le troisième facteur, c'est la montée du parlementarisme, la démocratie pour le dire de façon simple. En Angleterre, justement, dans les années 1830, il y a une immense réforme électorale qui fait que, alors que précédemment la plupart des citoyens n'étaient jamais amenés à voter, la base électorale s'élargit. De plus, cette réforme électorale des années 1830 en Angleterre a pour conséquence que de nouveaux visages apparaissent à l'Assemblée, c'est-à-dire à la Chambre des représentants. Tout cela fait que certains capitaines d'industrie ou certains de leurs émissaires sont envoyés dans les couloirs de la Chambre des représentants, c'est ce qu'on appelle the lobby of the House, le couloir de la Chambre. Ils y sont envoyés pour plusieurs raisons. La durée de vie d'un parlementaire n'est pas éternelle. On n'est jamais sûr d'être réélu la prochaine fois, surtout quand la base électorale est de plus en plus large. Il faut donc s'assurer une porte de sortie une fois que la carrière politique sera finie. Pour cela, on peut avoir intérêt à accorder quelques faveurs à des capitaines d'industrie qui nous promettent en échange de nous récupérer dans le giron de leur entreprise lorsque notre carrière politique sera achevée. A l'inverse, les grandes industries ont besoin d'une législation conciliante et donc sont prêtes à dépenser de l'argent pour que les lois qui seront votées aillent dans leur sens. Ce qui est remarquable, c'est qu'à la même période, en Italie, naît un phénomène similaire, mais tout de même assez différent. Différent parce que la situation socio-économique est complètement différente. En effet, l'Italie, après la conquête de Napoléon Ier, se retrouve à nouveau morcelée et fragmentée. En effet, après la conquête napoléonienne et son retrait, la noblesse italienne se trouve en grande difficulté, notamment face à la bourgeoisie économique qui est en train de monter grâce à la révolution industrielle. La noblesse, elle, n'a pas pris le train de l'industrialisation et se trouve toujours concernée plutôt par le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. La noblesse a donc besoin de remplir ses caisses qui sont de plus en plus vides. Pour cela, elle va s'appuyer sur des émissaires, qui sont des paysans pauvres qui n'ont plus grand-chose à perdre. Ces paysans devront aller voir les autres paysans et éleveurs pour leur extorquer une partie de leurs revenus. La menace est évidemment que toute résistance sera sanctionnée par la violence. Peu à peu, la noblesse qui avait développé ce système dans les campagnes l'étend au sein des villes, en particulier aux commerçants. Et c'est ainsi que naît la mafia. Sauf que la mafia s'installe dans un pays qui est en profond changement. En particulier, à partir de 1860, l'Italie s'unifie et devient une monarchie parlementaire. Monarchie parlementaire, ça signifie que des gens vont être élus par le peuple. Or, le caractère hétéroclite du parlementarisme fait que c'est du pain béni pour la mafia. Il est facile pour la mafia de corrompre ou de menacer des jeunes élus qui ont de l'ambition. Ainsi, le développement de la mafia a été facilité par la naissance du parlementarisme en Italie. La différence néanmoins entre le lobbyisme et la mafia, c'est leur existence légale. Le lobbyisme a une existence légale, il est reconnu par la loi et il a une existence publique, médiatique. A l'inverse, la mafia n'a aucune existence légale et surtout, la mafia elle-même considère qu'elle n'existe absolument pas, c'est un pouvoir invisible. Le lobbyisme aujourd'hui a divers instruments qui sont extrêmement répandus, comme la production de fausses études, l'utilisation des médias, la corruption évidemment. Mais il y a des techniques qui sont plus subtiles. La première de celles-ci est ce qu'on appelle la coopération. Pour illustrer ce qu'est la coopération, je vais vous parler de IMA Europe, qui n'est autre que le lobby de production des minéraux industriels. Sentant que le Parlement européen allait peut-être bientôt se mettre sur le sujet de la silice cristalline, aux effets cancérigènes suspectés, IMA Europe a décidé de prendre les devants et de rédiger un guide de bonnes pratiques à destination des entreprises du secteur. Ce faisant, IMA Europe fait bonne figure. Nous sommes un lobby industriel certes, mais
nous tenons à la santé de nos employés. Le Parlement européen, se voyant recevoir un tel guide de bonne pratique, ne peut être que content, on lui facilite le travail. Et ainsi, il n'y a plus à réfléchir au sein du Parlement européen sur la question, puisqu'elle a en quelque sorte déjà été résolue par le lobby qui s'est montré de bonne foi. Sauf qu'en réalité, le guide de bonne pratique qui a été mis en place n'est absolument pas contraignant. En d'autres termes, les entreprises peuvent continuer à faire exactement comme elles faisaient avant, sous couvert d'une prétendue bonne intention de la part du lobby en question. Vous avez aussi la technique du bruitage, qui est intéressante car elle consiste à faire publier plein d'études sur autre chose que le sujet central. C'est le cas par exemple de l'industrie du tabac qui finance énormément d'études montrant que le cancer du poumon peut dériver de bien d'autres facteurs que de la cigarette. Ainsi, vous ne dites pas que la cigarette n'a aucun impact sur le cancer du poumon, mais simplement vous dérivez le sujet vers d'autres facteurs. Vous avez enfin, parmi les méthodes intéressantes que je veux vous citer aujourd'hui, la dépolitisation, qui consiste à ne surtout pas intervenir lors des débats parlementaires parce que ce serait trop visible. Si un lobby intervient pour défendre sa propre cause, on risque d'avoir un mouvement citoyen assez frontalement opposé, qui consisterait à dire, vous voyez bien que les lobbies essayent de manipuler le Parlement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on laisse passer la loi, on n'intervient absolument pas. Simplement, une fois que la loi a été votée, il doit y avoir des décrets d'application, il doit y avoir une mise en place pratique de l'esprit de la loi. Eh bien, c'est à cet instant-là précis que le lobby intervient auprès des cabinets ministériels, auprès des administrations, pour définir des normes bien moins contraignantes que ce qui aurait été prévu dans l'esprit par la loi. En 1999, le grand théoricien politique John Rawls écrivait que le poids des lobbies dans la politique était insoutenable pour créer ce que l'on peut espérer être un bien public. Il considérait que toute délibération politique était en fait biaisée par les intérêts privés qui étaient sous-jacents. Plus récemment, en 2014, un autre grand politologue américain, Francis Fukuyama, écrivait que l'altruisme réciproque, c'est-à-dire en gros la promesse que l'on fait à l'industriel en échange d'une promesse qu'il nous fait à nous, hommes politiques, pour favoriser l'entrée de nos enfants dans les meilleures universités américaines, etc., ou une reconversion professionnelle post-politique, était un problème de premier plan qui faisait qu'à Washington, la notion de bien public n'existait tout simplement plus. Alors comment les citoyens peuvent-ils faire pour reprendre cette politique qui semble leur échapper de plus en plus ? Eh bien peut-être par des lobbies citoyens tout simplement, qui ne seraient pas des partis politiques, mais de véritables lobbies d'intérêt, de bien public, d'intérêt général, ayant pour but d'enquêter, ayant pour but de mettre en évidence des possibles collusions. Le lobby citoyen, c'est finalement quelque chose qui permettrait de transformer la notion de lobby extrêmement négative aujourd'hui en une notion beaucoup plus positive parce que non pas tournée vers l'intérêt personnel et particulier, mais bien vers l'intérêt général.